Votre rendez-vous dominical sur Espace FM, c'est le boulevard du compas. 13h-16h. Un grand merci à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité à Espace FM. Tous les dimanches, 13h-16h, boulevard du compas. Nous sommes à l'heure de la rubrique Un acteur à l'honneur. Ma chère Venise, c'est à toi. Merci Michel. Alors exactement, donc je reçois aujourd'hui un artiste extraordinaire. C'est un poète, c'est un metteur en scène. Il fait vraiment tout. Il est complet. Donc sans plus tarder, je vais vous le présenter. Ce n'est que Emmanuel Vilsain qui est venu nous parler de son livre. Alors ce livre qui s'appelle La chair du silence. Donc bonjour Emmanuel. Comment ça va? Bonjour Venise, bonjour Michel, ça va bien, on tient le coup. En tout cas, merci. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Donc, on est habitués tous les deux quand même, mais c'est pas la première fois. On est habitués, c'est pas, ça remonte tout de même. Oui, c'est vrai que ça remonte à un petit moment. Oui, c'est plusieurs années de reportages, de suivi également, et de soutien aussi. Je tiens à te remercier en passant, de soutien envers tout mon projet professionnel. Il fait du cinéma aussi. Oui. Voilà. Merci pour la petite présentation. Donc, Emmanuel, aujourd'hui, tu es venu nous présenter ton bébé qui vient d'arriver, donc il n'y a pas très longtemps, c'est tout récent. Alors, La chair du silence est un titre puissant comme comment est-il né et était-il une évidence dès le départ, pardon. Alors, j'ai mon technicien qui est là. Oui. Oui, merci pour la question. La question de l'évidence ici a tout son sens, sachant que quand on est dans la littérature, dans la création littéraire, en fait, on a l'impression que c'est le texte même ou la création qui demande à surgir d'elle-même. On cherche pas bien loin, c'est inévitable, inéluctable. Il y a quelque chose qui bouillonne au plus profond de soi. Et oui, c'était une évidence. C'est un texte qui m'a suivi pendant 10 années, tout au long de mes activités à Paris, entre autres, sur les planches, au cinéma également. Et c'est un livre qui est ancré dans l'actualité haïtienne, surtout. Un livre qui concerne Haïti, on va dire, sa confrontation face au déboire de son peuple, face au malheur qui s'abat aussi sur son peuple. Et c'est au milieu de ce chaos qu'une voix poétique tente de traduire justement ce qui est indicible. Exactement. Oui. Alors ce livre est-il le fruit justement d'une longue maturation ou d'une nécessité urgente d'écrire? Les deux. Maturation pour avoir porté tous ces échos, ces bribes de textes, de voix sur scène pendant plusieurs années. Ça a été, j'ai écrit du coup ce texte par fragments en fonction de différentes traversées de ma vie à l'étranger, ma vie en tant qu'haïtien, ma vie en tant qu'artiste, mes confrontations, mon rapport avec l'exil également, la manière dont je vois mon pays à distance. Donc c'est plusieurs fragmentations. Donc il y a effectivement cette maturation, ce texte qui a pu être macéré avec le temps. Oui. Et puis, mais l'urgence, c'est ce qui nous éclate en pleine figure en tant qu'haïtien, en tant que personne. Nous-mêmes nous sommes artistes aussi, plus jamais concernés par ce qui se passe également, de par notre sensibilité, notre attachement à la culture haïtienne, notre attachement à la grandeur, à la beauté de ce peuple. Et c'est ce qui d'ailleurs nous artistes, c'est ce qui nous aide à tenir debout, nous aide à crier. C'est tout ça, oui. Et si c'est en danger, il y a urgence, effectivement. Alors, quand on parle de temps, justement, quand as-tu senti que ce recueil était prêt, terminé et prêt à être partagé avec le public? Bonne question. C'est jamais prêt et même à un moment il faut sortir. Il faut sortir le bébé entre guillemets du tiroir et ça c'est jusqu'ici c'est pas prêt. Mais bon, faut pas que je sois mauvais commercial, mais en fait c'est que
à un moment après du coup de longues traversées, moi j'ai eu la chance aussi d'animer des ateliers d'écriture depuis 5 ans. Donc ça m'a permis aussi de prendre du temps pour travailler pendant mes ateliers d'ailleurs que j'anime, j'écrivais et après j'ai senti plus l'envie de partager, de dire. Plus Haïti malheureusement avançait, sombrait dans une sorte de chaos, à ce moment-là, j'ai senti qu'il y avait nécessité de dire ces mots MOTS pour affronter ces mots MAUX. Alors justement, le silence évoqué dans ton titre peut être interprété de plusieurs manières, comme une oppression, une introspection ou même une forme de résistance. Quelle place lui donnes-tu dans ton recueil? Oui, oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. C'est à partir du coup d'une introspection, sortir du bruit le bruit du monde, en fait, c'est tout ce qu'on vit comme élément destructeur, comme élément qui fait ravage, qui nous fracasse. Et il faut le silence à un moment, un silence pour pouvoir se questionner. C'est le travail, comme tu l'as si bien dit, de l'introspection. Se questionner pour s'interroger également, pour mieux avancer. Et à ce moment-là, la plume la plume poétique devient quelque chose de beaucoup plus rond, de beaucoup plus souple, où l'on contourne, où l'on détourne d'ailleurs toute sa colère, toute sa rage, parce qu'on en a plein. On a énormément en tant qu'Haïtien, en tant qu'artiste, on en a besoin. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on donne à entendre au public, aux jeunes, à la postérité? Qu'est-ce qu'on donne à entendre justement à tous ceux qui sont confrontés à la brutalité de la vie? C'est là le silence est essentiel, est important, puisque le silence nous réconcilie avec la beauté aussi, avec une forme d'esthétique et avec une forme d'espérance aussi. Ce n'est pas, bien sûr, un silence où l'on est absent, mais bien au contraire, c'est un silence pour être en connexion, pour être ancré et mieux agir. Et aujourd'hui, je suis dans cette dynamique-là, même avec ce projet, clairement. D'accord. Alors la mémoire et l'identité sont des thèmes récurrents dans la poésie haïtienne. Comment abordes-tu ces sujets dans ton œuvre? Ah, une place essentielle, merci pour la question. Une place primordiale. Aujourd'hui, c'est ce qui nous manque, je pense, en tant que peuple résistant plus que résilient. C'est une reconnexion avec la mémoire de peuple, la mémoire collective, la mémoire qu'on partage également comme peuple déraciné, comme peuple implanté sur une terre où l'on doit forger sa résistance, ses armes pour vivre, pour se redresser face à différents types d'ennemis d'ailleurs. Et oui, aujourd'hui, plus qu'essentiel, c'est la manière dont on va véhiculer la culture. C'est la manière dont on va véhiculer une parole urgente, comme tu parlais de l'urgence tout à l'heure. Et bien, de parler aussi pour les plus démunis, pour les plus faibles, de s'intéresser à ces questions-là dans ses œuvres, d'avoir une conscience, non pas nationaliste, mais patriotique, plutôt une conscience à la fois patriotique et cette conscience qui donne la mémoire, qui donne la réconciliation avec la mémoire, puisqu'en fait, on appartient à ce peuple en souffrance. Et il faut le dire, il faut le mettre dans ses œuvres, comme d'autres artistes ont fait. Aimé Césaire a cité dans le Cahier d'un retour au pays natal, ma voix, ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix, la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. Et c'est dans cette lignée-là que je pense aujourd'hui, tous les artistes de toute dynamique, de toute dimension, de toute discipline, aujourd'hui, devraient s'interroger sur la place de la culture, la place de l'art face à l'urgence du moment.
Et y a-t-il justement des expériences personnelles ou collectives qui ont particulièrement nourri tes écrits? Ah, beaucoup, beaucoup. Je travaille, et merci pour cette question, je travaille déjà au théâtre, dans une phase qui est la dramaturgie du vécu. Déjà, c'est ce que je mets en scène, que ce soit dans mes spectacles d'avant, le spectacle Poète Brasseur, d'où mon nom d'artiste aujourd'hui, et puis Frontières Liberté, c'est toute mon expérience avec l'exil, déjà, avec cette manière de se voir loin de son pays, en dehors de son pays, et avec l'histoire d'Haïti, avec également la langue haïtienne. Donc c'est déjà l'expérience même de l'être haïtien en tant que tel, dans sa complexité aussi, qui donne mes œuvres aujourd'hui. Qui fait accoucher Qui fait accoucher ce texte. joli bébé, Exactement, exactement. Alors, la souffrance et la résilience semblant habiter tes vers. Pardon, qu'est-ce que je raconte moi? Pardon. Excuse-moi, je me suis trompée de voix. Donc, ton livre joue une tension entre la chair, le vécu et le silence. Pourquoi cette Oui. dialecte? Oui. Donc, il y a un rapport tout simplement d'absence-présence. D'absence-présence, et là, c'est une question à laquelle je peux répondre en étant dans la force de l'invisible, la force du mystère. Et là, c'est notre part d'haïtienneté également, sachant qu'en Haïti, on compose avec toujours, on nous l'a appris d'ailleurs tout petit, très jeune, toute petite, on compose avec les mystères. On compose, on habite aussi le pays avec ceux qui nous ont devancés, ceux qu'on ne voit pas, ceux qu'on doit respecter. Donc c'est tous ces mystères en fait, et on accepte de ne pas comprendre. Et c'est ce qui est génial dans la culture haïtienne. On reste dans le mystère. On reste dans le mystère, on accepte, on vit avec le mystère. Dans d'autres formes de culture occidentale, le mystère est à abattre, le mystère est à est à détourner. Mais nous, en Haïti, nous vivons avec. C'est un peuple en fait qui est dans en fait la limite entre le réel et l'imaginaire. Il y a une frontière qui est une toute petite frontière, et c'est ça du coup. Donc c'est dans cette chair du silence, cette métaphore qui parle à la fois d'un va-et-vient entre deux mondes, monde visible, monde invisible, de ce qui est palpable et en même temps de ce qui est impalpable, surréel, et tout ça. Donc on l'a d'ailleurs dans des extraits du texte. On l'a dans le livre, cette dimension-là, qui a la part mystique en chacun de nous. Exactement. De la littérature Exactement. aussi. Alors justement, y a-t-il un poème ou un passage dans le livre qui, selon toi, résume l'essence du recueil? Peux-tu nous en lire un passage? Ah, complexe, là, compliqué de trouver vraiment, de trouver une pour particulièrement hier soir à Montreuil, où j'ai été invité au piano. Donc je lis cet extrait qui parle d'ailleurs du rapport avec la poésie particulièrement. Je lis un court extrait. Poète, à présent, je suis moi-même. Je construis mon chef-d'œuvre, loin de leurs cocotiers, loin de leurs sables fins, leurs milliers de visiteurs qui bouchonnent la chanson de la mer. Je suis cet oiseau oisif qui ne chante point à la demande pour recevoir. Rien à mettre sous le bec. Il ne me reste plus que moi-même et mes lettres à l'emporte-pièce. Poète, je ne veux plus de leurs cachots en plein air. Je ne veux plus de leur langue dénonciatrice, leurs mots pompeux, leur civilisation sauvage, leur justice tronquée, leur intégration d'acheteurs de figures. Il est cinglé, mon poème. Il ramasse à petites cuillères dans les ruisseaux convulsifs de sa ville natale des écorchures d'aube pour en faire son récit, pour faire de son corps un corps, de sa vie une vie, son image une image. Il porte mon poème pour titre,
un bric-à-brac de mots morts et dentés, parlant de sexe et d'avenir. Il est libre, mon poème. Il veut vivre. Il est devenu temple. Il se prosterne à ses propres pieds. Et que personne ne vienne le convertir, que personne à sa place ne vienne écrire son histoire. Son baobab lui convient. Bravo. Merci. Merci. Merci à la radio. Alors, Emmanuel, ton écriture a-t-elle été une influencée par d'autres poètes ou courants littéraires? Ah oui, énormément, énormément. Je grandis avec déjà les sonorités de Franck Etienne en tête. Déjà, dans un premier temps, dans ce Port-au-Prince où bouillonnait la culture, j'ai eu cette chance moi de connaître ce Port-au-Prince des années 2000, avec la littérature, la poésie, le théâtre, les clubs littéraires, les bibliothèques, les médiathèques aussi. Ouais. Il y avait plusieurs salles de spectacle. Je suis nostalgique à mon âge, c'est triste. Je suis nostalgique. Et plusieurs normal. salles de spectacle, plusieurs salles de cinéma dans la même capitale. On n'avait rien à envier à Paris, hein, sincèrement. Et du coup, cette façon d'écrire, de jouer avec les mots, les sonorités, de composer avec la culture haïtienne, les sonorités d'ailleurs qui sont issues parfois des rites, des rituels qu'on retrouve dans le folklore, dans le vaudou haïtien également. C'est le travail de Franck Etienne, Georges Castra aussi. Donc tous ces auteurs m'ont bercé pour ensuite faire la connaissance d'autres auteurs caribéens comme Aimé Césaire que j'ai cité. Et puis cette littérature qui est à la fois une littérature très locale en fait, très caribéenne, une littérature haïtienne qu'on va trouver chez Lionel Trouillot par exemple, et qu'on va trouver chez René Despestre, Jean Métellus, donc tous ces auteurs. Et jusqu'ici ma littérature a du mal à se détacher de la littérature caribéenne. Je suis ancré dans cette littérature, et les auteurs latino-américains aussi, qu'on retrouve à Cuba, au Colombie, Garcia Marquez, Pedro Juan Rulfo à Cuba. Donc toute cette littérature essentiellement caribéenne, et aujourd'hui encore, même dans mes ateliers d'écriture que j'anime en France, je fais la promotion de cette littérature. Et ça te donne un excellent résultat de toute façon. Merci, merci beaucoup. C'est ancré en tout cas. C'est ancré en moi et c'est plus fort que moi d'ailleurs. Alors, le choix du français comme langue d'écriture a-t-elle été naturel ou ressens-tu parfois le besoin d'écrire en créole? Une intéressante question sur ces questions de langue, sachant que pour nous, quand on commençait à créer, à écrire, la question de langue s'est posée. Parce qu'en Haïti, tout simplement, il y a un phénomène de diglossie, un phénomène de tiraillement entre deux langues, le français et le créole, avec toute leur historicité, leur charge lourde dans l'histoire. Mais il y a un travail qui est intéressant quand même, que beaucoup de jeunes Haïtiens, je parle de cette génération que j'ai connue à Port-au-Prince, faisaient un travail de dépassement, en fait. Un travail de dépassement de toutes sortes de clichés, de toutes sortes de clivages, en tout cas, pour traverser la porte de l'imaginaire. Donc, qu'importe les antécédents avec une langue, avec une manière de dire, d'écrire, maintenant c'est comment nous allons modeler cette langue. C'est comment nous allons, comme une pâte, façonner notre travail dans cette langue. Et puis, déjà, petite parenthèse, je viens quand même de cette génération à Port-au-Prince où les langues, je connaissais des jeunes qui parlaient 4-5 langues en 2004 à Port-au-Prince. C'est extraordinaire. 2005, 2002 également. Des jeunes qui avaient terminé leur cours d'allemand et qui me disaient, mais aujourd'hui, là, je vais apprendre l'italien. Dans cette capitale, il n'y avait pas de polémique dans la langue en tant que telle, sachant qu'on écrivait aussi bien en créole qu'en français, comme faisait Franck Etienne. Par exemple, qui nous a tracé le chemin. D'ailleurs, Franck Etienne dit toujours, s'il maîtrisait l'anglais, l'espagnol, l'allemand, il les aurait il l'aurait mis dans un seul livre. Et c'est ce qu'il a fait avec le créole et le français. Dans un seul livre de Franck Etienne, on retrouve le créole, le français. Parfois, on ne sait plus quelle langue est quelle langue. Le français, il invente des mots comme je sais pas, qu'est-ce qu'il a déjà inventé, Calambéry.
chimérique. Par exemple, il invente des grossièretés parfois. Ah ben oui, cyclonique, chimérique, donc je débouline de bim en bim. Ah oui, donc il invente, il créolise le français et il met aussi un imaginaire d'ouverture sur le créole, un imaginaire qui s'ouvre à d'autres palpitations. Mais c'est naturel. Il y a des textes, par contre, quand j'écris, qui me disent je veux être écrit en créole. C'est le texte qui me le demande. Par rapport aux paroles, par rapport à quoi? Par rapport à des sensations, peut-être liées à la thématique. Peut-être lié à la thématique, par rapport à la sensation du moment, les palpitations du moment, la pièce que j'ai écrite qui parle de l'exil, Frontière Liberté, je l'ai écrite entièrement en créole. Alors que là, La chair du silence, donc c'était un livre qui est pétrifié d'exil, de mon regard, moi, ici à Paris, sur mon pays à distance, sur le rapport avec le monde. Donc, c'était une mélodie francophone qui m'était venue en tête. Mais après, c'est la question de l'instant, de la palpitation de l'instant aussi, je pense, sans chercher de clivage. Exact. Alors, le livre, on va le montrer déjà. Voilà. Alors, quel retour as-tu reçu de tes auditeurs, de tes lecteurs, depuis la sortie de ce livre? Ah, mais chaleureux. Un accueil chaleureux avec vraiment, je remercie de tout le public, je remercie les lecteurs, je remercie les producteurs, les organisateurs d'événements, les lieux qui continuent encore de m'inviter. J'ai pas mal d'invitations encore, que ce soit à Dijon, que ce soit à Rouen, en Seine-et-Marne, dans la région centre encore, voilà, donc pas mal de choses encore à venir. Et c'est un accueil vraiment chaleureux. Et depuis septembre dernier, depuis dès la parution, la publication du texte, et merci à mon éditeur, Édition Milo, qui fait un travail aussi assez intéressant pour porter ce souffle sur ce recueil. Et oui, un accueil vraiment, vraiment chaleureux de la part du public. Et puis, j'y crois aussi. Je suis à fond derrière ce projet. Voilà, donc je continue de brasser le terrain. Ok, Emmanuel, on va reprendre dans 2 petites minutes, juste après une petite page musicale, on va dire. Merci. Je vais te prendre un contre-pied, c'est la pub. Doudou, as-tu prévu un prestataire pour notre déménagement? Pas encore. Je croyais